Bonjour, je suis Rudolph Valentino, star du cinéma muet des années 20. À travers ce portrait, vous allez découvrir qui j'étais réellement, car sous l'épais maquillage lisse de cinéma que je portais, se cachait un tout autre visage. Voici l'histoire de ma vie. Rudolph Valentino, de son vrai nom Rodolfo Guglielmi, naît le 6 mai 1895 à Castellaneta, dans le sud de l'Italie. Il est le fils de la française Gabrielle Barbin et du très autoritaire Giovanni Guglielmi, dont la profession de vétérinaire amène le petit Valentino à s'occuper d'animaux. Ses parents lui donnent une éducation supérieure à la moyenne. Grâce aux nationalités respectives de ses parents, il parle couramment le français et l'italien, ainsi que l'anglais. Mais cette vie paisible est brisée par la mort de son père alors qu'il n'a que 11 ans et va profondément affecter le petit Valentino qui va rapidement comprendre que la vie est éphémère. Dès l'âge de 15 ans, il postule pour une académie navale, mais il est recalé en raison de sa faible capacité pulmonaire. Sa famille l'envoie à Nervi, en Italie, où il étudie et décroche un diplôme en sciences agronomiques. Mais peu enclin aux études, allant même jusqu'à défier ses professeurs, il ne désire pas suivre une filière classique. Dès l'âge de 17 ans, j'ai voulu voyager et je me suis enfui à Paris, puis à Monte-Carlo. Et c'est au cours de ce périple que j'ai découvert une danse scandaleuse qui me passionna, le tango. Puis, je suis revenu en Italie. En 1913, sur les conseils d'un ami et du ténor d'opéra Tito Schipa, il prend le navire SS Cleveland pour New York afin d'aller tenter sa chance aux États-Unis. Là, il mène la grande vie et retrouve celle qu'il avait menée à Monte-Carlo. Durant 6 mois, il brûle toutes ses économies et connaît la misère. Valentino vit de petits boulots, de paysagiste en passant par serveur. Il fait la connaissance de Bonnie Glass, une danseuse avec qui il forme un duo lors de spectacles. Et Valentino acquiert une petite renommée. Mais il se lasse très vite et s'engage dans une compagnie d'opérette qui sillonne les États-Unis. Et c'est au cours de ses nombreux déplacements qu'il rencontre l'acteur Norman Kerry. On s'est rencontrés avec Rudy lorsque j'étais à San Francisco sur le tournage du film La Petite Princesse où je donnais la réplique à Mary Pickford. Et je lui ai conseillé de faire carrière dans le cinéma. Valentino débarque à Hollywood en 1917 grâce à l'aide financière de Norman Kerry. Mais les directeurs de casting le cantonnent dans des seconds rôles de mauvais garçon. Il est considéré comme trop étranger et différent des acteurs américains. Après quelques mois de tournage infructueux, Valentino retourne à ses premiers amours, la danse, où il se produit lors de spectacles. Lors d'une soirée, il rencontre l'actrice Jean Acker et ils se marient en 1919. Mais lors de la nuit de noces, Acker l'enferme à l'extérieur de la chambre d'hôtel. Ils divorcent quelques heures plus tard. 1919, il croise la route de la scénariste hollywoodienne June Mathis, qui fut impressionnée par son rôle de mauvais garçon dans le film Le voile de l'avenir. Et c'est à partir de cet instant précis que la carrière de Rudolph Valentino va prendre son envol. June Mathis était en charge de réaliser le scénario de mon prochain film Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse et m'a convaincu d'engager Rudy pour le premier rôle. Le film sort sur les écrans en 1921 et le succès est au rendez-vous grâce notamment à la prestation de Rudolph Valentino en danseur de tango argentin. Cette manière de danser, à la fois sensuelle et animale, va tout de suite séduire le public féminin. Ses yeux en amande, son magnétisme naturel et son regard ténébreux le différencient des autres acteurs hollywoodiens, apportant une touche exotique et fait de Rudolph Valentino la première star latine du cinéma américain. Toujours la même année, il enchaîne les films Eugénie Grandet et La Dame aux Camélias. Mais c'est le film Le Chèque, produit par le studio Famous Players Lasky, qui sera son succès absolu et va hisser définitivement Valentino au rang de star internationale. Peu à peu, Valentino gagne tous les cœurs, non pas seulement d'Amérique, mais du monde entier. Valentino est conscient qu'il exerce une certaine fascination sur les femmes et qu'il a la plupart d'entre elles à ses pieds, mais il est seulement attiré par celles qui lui sont inaccessibles. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est une femme qu'il aime pour lui et pas pour l'image qu'il renvoie au travers de ses films. Il ne s'intéresse pas aux femmes qui sont trop facilement disponibles, ce qui est à ses yeux inintéressant. C'est ainsi qu'en 1922,
Après des années d'imbroglio amoureux, il se marie avec la fascinante directrice artistique et costumière américaine, Natasha Rambova, fille adoptive du magnat du parfum, Richard Hudnut. Valentino trouve en Rambova une femme aussi extravagante et dramatique que lui. J'avais tellement hâte de fonder une famille avec Natasha qu'on s'est marié au Mexique, mais en Californie, là où je me suis marié pour la première fois avec Gene Acker, il faut attendre 1 an avant de pouvoir se remarier. C'est pour cela que j'ai été accusé de bigamie. Puis ils m'ont incarcéré et j'ai été libéré sous caution. Rambova va exercer sur Valentino une influence considérable et va diriger sa vie et va l'entraîner peu à peu vers l'occultisme. 1922, avec le film Arène sanglante, produit par la Paramount et le studio Famous Players Lasky, Valentino s'installe définitivement comme la première star masculine du moment et éclipse de nombreux comédiens. Valentino va parvenir en moins de 2 ans à se hisser au rang de star internationale, faisant des ravages dans le cœur des femmes. Mais Valentino est lassé et fatigué de tourner des films à la chaîne pour les studios Famous Players Lasky, avec des scénarios sans consistance. Le paroxysme de cette situation arrive en 1922, où il tourne Le Jeune Raja. Lorsque j'ai vu le film Le Jeune Raja lors de la projection de presse, j'en ai pleuré. Le film était navrant à tous les points de vue. J'étais dégoûté du cinéma et pour rien au monde, je ne voulais continuer à travailler dans de telles conditions. J'ai préféré me retirer de l'écran. De plus, les films dans lesquels tourne Valentino rapportent des millions de dollars, alors qu'il n'est payé qu'une dizaine de milliers de dollars par film. Il arrête les tournages et s'envole pour New York, afin de retrouver Natasha Rambova, préférant l'oisiveté plutôt que de tourner dans de telles conditions. Mais la maison de production Famous Players Lasky ne veut pas perdre le comédien qui leur rapporte beaucoup d'argent, et intente un procès à Valentino qui va se solder par une interdiction pour Valentino de tourner pour d'autres maisons de production. Afin que son nom soit toujours présent dans les médias, il se lance avec sa femme dans une tournée de danse aux États-Unis et au Canada, afin de promouvoir une marque de cosmétiques. Au cœur de cette tournée, qui est un succès, il se marie définitivement à Natasha Rambova. Mais le mariage avec Rambova n'est pas exactement ce qu'il attendait. Je voulais des enfants, mais Natasha n'en voulait pas. Et je me suis rattaché à mon neveu Jean, qui était pour moi comme une bouffée d'oxygène. Je tenais à jouer avec lui autant que je le pouvais. Voir mon neveu profiter de mon manoir de Falcon Lair était pour moi une façon de profiter de ma propre richesse. 1924, après 2 ans d'absence sur les écrans, Rudolph Valentino fait son grand retour avec Monsieur Beaucaire. Mais le succès du film est mitigé. En effet, Natasha Rambova va exercer une telle emprise envahissante sur Valentino qu'elle va être rendue en partie responsable de l'échec commercial du film, changeant le scénario, les costumes à la dernière minute, en imposant sa manière de voir les choses, rendant fous les réalisateurs. 1925, il signe un contrat avec la maison de production United Artists, avec une clause spéciale interdisant à sa femme l'accès au plateau où il tourne. Natasha Rambova prend cela comme une trahison de la part de Valentino. Mais sans cette clause, Valentino ne peut plus tourner. J'avais des doutes sur la fidélité de Natasha. J'ai engagé un détective privé et j'ai découvert qu'elle entretenait une relation avec un jeune caméraman. C'est alors que j'ai décidé d'entamer une procédure de divorce. Rambova va lancer la rumeur qu'il serait probablement homosexuel et qu'il n'avait jamais consommé son mariage. Valentino se défend de ces accusations avec vigueur, mais la réputation de Valentino est scellée dans la mémoire collective et va lui coller à la peau jusqu'à la fin de sa vie. Le fardeau est très lourd à porter pour Valentino. Il va sombrer peu à peu dans une dépression, fume de plus en plus et se met à boire. Mais son jeu naturel et simple, qui perce l'épaisseur du maquillage, va continuer de plaire au public féminin, infiniment plus sobre que ses partenaires féminines dont il est à l'écran le faire valoir. J'étais désœuvré par la trahison de Natasha, que je voulais oublier. Après cet épisode malheureux, j'ai eu envie de décompresser et je me suis enfermé dans une sorte de parenthèse enchantée, où j'ai beaucoup voyagé, fréquentant les soirées mondaines. Et j'ai dépensé sans compter, mais l'argent commence à s'amenuiser. Et Valentino
est contraint de jouer dans le film Le Fils du Cheikh, suite du rôle qui fit sa gloire afin de renflouer ses caisses. Malgré toutes ces années d'absence, le public ne l'a pas oublié et le film est un succès. 1926, la presse s'acharne sur Valentino. Un journaliste va l'accuser de féminiser l'image du mâle américain à l'écran. Valentino invitera le journaliste à l'affronter lors d'un match de boxe, duel qui restera sans réponse. Car Valentino mène sa vie de manière romanesque, bien loin des autres acteurs américains. Bien qu'étant divorcé de Natasha Rambova, cet épisode de sa vie l'avait marqué au fer rouge. Valentino subit un stress émotionnel intense et ses difficultés financières vont venir à bout de cet homme. J'ai commencé à ressentir de fortes douleurs au ventre en 1926 et je me suis automédicamenté afin de pouvoir mener à bien mes projets de film, car je n'avais pas envie de consulter un médecin. Le 15 août 1926, Valentino s'effondre. Il est transporté d'urgence à l'hôpital. Il souffre d'ulcères à l'estomac, puis il est opéré. Mais le 21 août, suite à son opération, une septicémie se déclenche, plongeant Valentino, déjà très affaibli, dans un coma. Il décède le 23 août 1926, à l'âge de 31 ans. Des milliers de personnes se rassemblent dans les rues de New York afin d'accompagner sa dépouille. Le cortège part en direction de l'église où une cérémonie doit être donnée. Des émeutes éclatent un peu partout sur le chemin. Les gens crient, des fenêtres sont cassées par des fans tentant d'assister à la cérémonie. Jusqu'à ce jour, les funérailles de Rudolph Valentino ont été les plus importantes de l'histoire de New York. Il sera inhumé au cimetière Hollywood Forever, en Californie. Je tenais à remercier Série Culte pour m'avoir fait revivre ne serait-ce que quelques instants au travers d'interviews créées spécialement pour l'occasion. Si j'avais su comment finirait ma vie, peut-être aurais-je agi différemment. Mais je ne le pense pas. Car si je l'avais fait, je n'aurais pas été Rudolph Valentino.